فرحان السيد يصير le centre culturel Manil Slimane, donc qui n'est plus à présenter, puisque porte le nom de ce centre culturel, donc un ethnologue et quelqu'un qui a activé beaucoup dans le domaine donc et aussi pour nous faire connaître un peu qui nous sommes, parce que souvent on s'ignore nous-mêmes, parce que l'état de sous-développement dans lequel nous sommes fait que peut-être qu'on ne s'intéresse pas, mais donc il y a encore un chemin à faire, puisque et je voudrais donc vous remercier vous tous d'être présents ici. Donc je suis vraiment honoré d'être ici parmi vous et d'être en particulier donc, dans ce centre culturel pour donc un temps soit peu apporter ma contribution, parce que Kinéan à travers, pour vous mettre un peu dans le cadre, dans ma démarche, c'est un peu pour vulgariser les institutions de l'État. C'est-à-dire qu'il y a un Tsaïch, mais souvent on a les mal en Tsaïch. C'est-à-dire au sens d'un, peut-être ils ignorent maintenant comment est organisée la commune, comment est organisée la daïra, la wilaya, les autres institutions de l'État, par exemple le Sénat, l'Assemblée nationale populaire. Il y a pas mal d'organismes, il y a pas mal d'institutions que nous ignorons. Parce que mon objectif, c'est de contribuer, disons, je sais pas, à diffuser un peu cette culture juridique. Il faut qu'on ait la culture juridique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse un peu, non, même beaucoup à notre environnement. Parce que là, je l'ai dit, mais les métiers par rapport à une loi. D'ailleurs, M. Tayakou tout à l'heure, les événements qu'a connu cet établissement, parce qu'en ignorant les textes, il y a raison, donc, dans tout ça, il faut qu'on s'intéresse aux droits, à nos droits, bien sûr, à nos obligations en tant que citoyens, et dans chaque sphère, puisque nous sommes je ne sais pas, tout ça, c'est des secteurs qui sont réglementés, qui sont organisés, donc qui travaillent, qui agissent en fonction de la loi. Les ouvrages que j'avais fait, c'est dans ce sens-là. Et si on n'a pas de culture juridique, on ne peut pas édifier un état de droit. On ne peut pas aussi parler de gouvernance. Parce que c'est une terminologie, gouvernance, état de droit, la démocratie, la démocratie participative. Et donc, voilà, grosso modo, ma vision des choses. Pour revenir au texte à caractéristiques réglementaires, toute société humaine, donc, en se regroupant, donc, rencontre, pose l'impérative nécessité d'organiser des relations entre ces éléments, c'est-à-dire les citoyens entre eux, les citoyens avec les institutions, où commence notre liberté, où s'arrête-t-elle, et en même temps, quel est notre rôle et quelles sont nos responsabilités de la société. C'est vrai que le point concernant les constitutions et les hautes institutions de l'État, les techniques d'élaboration des textes, c'est des thèmes qui sont liés. Mais je vais me limiter donc à vous parler des textes d'une manière générale. Et les textes, les lois en particulier, on l'a toujours défini comme étant l'émanation d'une volonté, on va dire une volonté populaire. C'est-à-dire qu'une loi, à travers donc nos élus, est censée prendre en charge, exprimer nos attentes. Souvent, il y a des projets de loi, les citoyens sortent, disent, réclament, cette loi est serrélate, cette loi est injuste, on ne devrait pas le faire. Non, on réclame éventuellement la prise des projets, l'initiation de lois, de textes. Donc, la séparation des pouvoirs dans est liée à ça, et les domaines d'intervention des institutions de l'État d'Anir est tellement aussi organisé. Donc, quand on fait le
point concernant donc l'initiative des lois, puisque finalement, ça qu'il s'agit, des lois, du règlement, c'est la Constitution, concernant en particulier les lois et concernant certaines normes comme les décrets, c'est du ressort des hautes institutions. La loi, selon la Constitution, et c'est-à-dire si l'on voit la définition organique, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui sont les initiateurs. Je veux dire qui votent les lois. Ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement, il a l'initiative, mais le vote de la loi, c'est ce qui est plus important, c'est l'Assemblée nationale et c'est le Sénat. Et là, c'est la Constitution qui les détermine. Et la Constitution détermine d'année le domaine d'intervention du président de la République. Il va vous dire que le président de la République agit en les matières. Donc, c'est la définition matérielle. La loi, donc, elle règle, elle intervient dans certains domaines. Et le gouvernement qui est en face, qui est en tant qu'exécutif, il intervient dans un domaine aussi. Et on peut descendre le wali, l'Assemblée populaire du wilaya, l'APC, le maire, chacun intervient donc dans son domaine. Donc si l'on prend la Constitution, l'histoire de nos constitutions, pour parler un peu, faire un peu d'histoire, généralement le Conseil national de la Révolution algérienne, c'est un conseil, donc c'est une forme d'Assemblée nationale qu'on avait pendant la libération 58. Le gouvernement pour le GPRA, qui était donc un gouvernement instauré donc, en décembre 58, on avait donc ces institutions provisoires. Et il y avait même, à un certain moment donné, des projets de texte, des projets de constitution qui ont été initiés, surtout à l'approche de l'indépendance. Donc il y a plusieurs projets de texte qui ont été donc, proposés. Mais nous avons des constitutions avec une organisation, un présidium suprême, avec un procureur général, avec à l'image de l'ex-URSS. Il y avait un projet aussi de l'amicale des Algériens, me semble-t-il. Et donc en 62, en septembre 62, nous avons la constituante. Donc on a fait la constituante, donc qui était chargée de faire une constitution. Il y avait des problèmes, bien sûr, qui se sont par la suite posés, puisqu'on n'a pas été au bout de son projet. Il y avait donc des problèmes, il y avait des tiraillements, et on a donc opté pour une constitution en 63, donc, qui était une constitution, on peut dire, orpheline, puisque la constituante elle-même n'a pas été au bout de son projet. Puisque Ali Farhat Abbas avait démissionné parce qu'il avait entendu parler d'un projet de constitution parallèle, en quelque sorte. Donc en 76, donc en 63, pratiquement on n'a pas tardé, pratiquement, je sais pas, une année à 2 ans après, on a suspendu la Constitution puisqu'il y avait le 19 juin 65, donc avec l'arrivée de Boumedienne. Et en 76, on a fonctionné comme ça jusqu'en 89. Si vous vous rappelez, 89, il y avait une constitution qu'on a oubliée. C'était l'une des premières constitutions qui était libérale, puisqu'elle a reconnu le multipartisme, elle a reconnu donc l'exécution, donc la liberté d'expression, enfin. Mais 89 n'a pas été, la constitution 89 n'a pas tenu, puisqu'il a fallu donc 96, 6 ans après, on a fait notre constitution. Et d'ailleurs, c'est la constitution mère. Toutes les constitutions n'ont pas été amendées. L'une vient à la place de l'autre, donc celle de 63, celle de 67 qui a balayé la 63, celle de 89 a balayé celle de 76, et celle de 96 a balayé donc celle de 89. Et c'est là que tous les autres amendements, il y a eu là 6 amendements et 4 constitutions. Et donc, tout ça pour vous dire que la dernière, c'est en 2016, ce sont toujours des amendements qui ont été apportés à la Constitution de 96. Donc, depuis 96, on n'a pas eu de Constitution. Il n'y a eu que comment dirais-je, des amendements et des modifications. Bon, donc, c'est la Constitution qui est pour les hautes institutions qui détermine le domaine d'intervention de l'Assemblée, du gouvernement, du président de la République, ce qu'on appelle les hautes institutions de l'État. Mais avant qu'une loi ne soit adoptée, il y a tout un circuit qui donc doit être suivi. Mais avant d'arriver là, un texte doit répondre à certaines conditions. C'est-à-dire qu'il y a des règles, ce qu'on appelle des règles de compétence.
Les règles de compétence, elles sont généralement 5. Un texte doit être, premièrement, il faut qu'il y ait la compétence qu'on appelle matérielle, c'est-à-dire ce qu'on appelle rationner matériel, c'est-à-dire que la personne qui va prendre un texte, il faut respecter le domaine d'intervention. On va dire pour l'éducation, le maire, le wali, n'a pas le droit d'intervenir dans le domaine du programme pédagogique, parce que c'est un programme national. L'impôt, c'est la même chose. Le wali ne peut pas changer l'assiette de l'impôt, par exemple. Donc ça, le premier critère, c'est le critère qu'on appelle rationner matériel. Il y a le critère du temps, rationner temporis. C'est-à-dire dans le temps, il y a un responsable qui est nommé maintenant dans une fonction pendant un certain délai, pendant un certain temps, une certaine période. En dehors de ces périodes, avant, il ne pourrait pas intervenir, et après cette période non plus, puisqu'il a été nommé, par exemple, ailleurs. Ça, c'est le deuxième critère, donc le temps. Il y a le temps, il y a aussi le critère, le troisième critère, c'est le critère qu'on appelle territorial. Donc, le critère territorial, c'est-à-dire que le maire de l'Auqas ne peut pas maintenant réglementer empiéter sur le territoire de Sokotini, par exemple. Il a des limites. D'où la nécessité de limiter, de borner notre territoire. Les plaques ne sont pas si innocentes que cela. Parce que, c'est le bornage, l'identification de tout notre milieu, les centres culturels, les mosquées, les écoles et tout, c'est une mission de la commune, et c'est dans la loi relative à la commune qui dit qu'il faut donc matérialiser ça. Et quand vous mettez à Ouqas, la limite d'Ouqas, il y a au-delà de cette limite, le maire ne peut pas intervenir. Donc le maire, il a un territoire où il doit intervenir. Et ce territoire, c'est la commune, donc qui est créée, bien sûr, dans le cadre du découpage. Donc il y a le territoire, il y a la personne, il y a le temps, et il y a la matière. Donc le temps, la matière, il y a certains domaines où on ne peut pas toucher. La personne, c'est la personne qui donc intervient qui est cette personne? Quand on signe un arrêté, un décret, on porte la fonction et il y a le nom de la personne. Il y a le cinquième critère, c'est celui des procédures. Parce qu'un texte, pour qu'il soit maintenant appliqué, il y a une procédure. Maintenant, si on vous exige de consulter, par exemple, dans le cadre de la loi, il y a ce qu'on appelle la loi organique, par exemple, doit avoir l'avis du Conseil d'État et celui du Conseil constitutionnel. Si vous sortez de cette procédure, le texte ne peut pas être adopté. Donc, il y a des règles, ce qu'on appelle des règles de procédure. Les 4 règles générales pour qu'un texte, déjà, soit texte, avant qu'il soit adopté. Si l'on prend maintenant dans la hiérarchie, ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, alors on va classer ces normes-là. On appelle ça, c'est des normes. C'est-à-dire qu'au sommet, il y a la Constitution. La Constitution, c'est la loi fondamentale qui détermine la séparation des pouvoirs, alors le législatif, le pouvoir donc exécutif, le pouvoir judiciaire. Et le quatrième, on en parle, il faut le reconnaître, c'est celui des masses médias, c'est celui de la presse, de l'information, qui constitue donc un des pouvoirs qui régissent une société. Parce qu'il agit sur l'opinion publique, donc... alors, pour qu'une loi soit loi qui donc il y a ce qu'on appelle les propositions de loi, qui, elles, sont faites par l'Assemblée nationale, les membres de l'Assemblée nationale, donc par le Parlement, l'Assemblée nationale. Bien que le Parlement, bien que le Conseil d'État, le Conseil de la Nation, on lui reconnaît dans 3 domaines la compétence donc, pour faire des propositions de loi. Il faut 20 députés, autant pour l'Assemblée, autant pour le Conseil de la Nation. Donc 20 députés doivent adopter un projet de loi, une proposition de loi, qu'ils vont donc soumettre au gouvernement, qui lui donc va encore faire donc, les consultations, et pour qu'elle revienne après sous cette forme. Il y a ce qu'on appelle les projets de loi. Donc c'est les propositions de loi, ça vient donc des assemblées, Assemblée nationale, Conseil de la Nation. Les projets de loi, eux, viennent de l'exécutif, c'est-à-dire du gouvernement.
gouvernement, donc il y a un problème ou la haja, donc il juge la nécessité. Premièrement, il doit réfléchir sur l'opportunité de faire des lois. Parce que c'est un problème. Actuellement, quand il y a beaucoup de lois, généralement, c'est très difficile d'assurer leur exécution, d'assurer leur respect. C'est très difficile. Et puis, il y a les citoyens aussi, ils ne comprennent pas tellement ces lois. J'ai lu dans un article qu'ils disent que 5% de Français renoncent à leurs droits parce qu'ils ignorent la réglementation, la législation en la matière. Tellement aïon, parce qu'il y a des procédures à suivre, il y a des dossiers à constituer, je suis bien comme ça et on me laisse tranquille. Mais tous les projets de loi, la proposition de loi sont soumises en matière de procédure donc au Conseil d'État. Conseil d'État, donc, il va examiner le projet qui lui est soumis par le secrétaire général du gouvernement. Le secrétaire général du gouvernement qui joue un rôle très très important. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller au site SGG, SGG Bark, Algérie. Vous allez trouver tous les journaux officiels de la République algérienne démocratique et populaire. C'est là que tous les textes sont publiés, les lois, les projets de texte. Et le journal officiel, c'est la version, il consigne la version officielle, authentique des textes. Si on a un problème d'interprétation, par exemple, il faut se référer au journal officiel parce qu'il reprend le texte d'origine. Mais n'importe où, parce que le journal officiel, il est identifié. Et je suppose que certainement, je ne sais pas, est-ce que vous êtes au courant, est-ce que vous avez vu le journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. C'est une source très importante. Donc le secrétaire général du gouvernement soumet le programme, le projet au Conseil d'État, qui lui donc va rectifier, va éventuellement donner certains avis. Il revient au Conseil des ministres, on va adopter le projet. Une fois le projet adopté par le Conseil des ministres, il vient à l'Assemblée, il passe donc par les commissions spécialisées qui sont en nombre de 12, on est sur le Conseil de l'Assemblée nationale populaire. Généralement, c'est les mêmes au niveau du Conseil de la Nation, qui donc examinent, consultent d'avenir et tout, font donc un projet, il est soumis donc au débat, et à ce moment-là, il est adopté, non, il est rejeté, ce qui est rare. Et une fois qu'il est adopté, dans les 10 jours, il doit être soumis au Conseil de la Nation. Et le Conseil de la Nation, généralement le Conseil de la Nation, auparavant, il ne fait qu'entériner. C'est-à-dire qu'il reçoit le projet adopté par l'Assemblée nationale populaire, il l'examine, parce qu'à la limite, on s'est dit à quoi sert même le Conseil de la Nation. Puisqu'il ne peut pas, tellement agir, c'est un truc de pure forme. Et quand il y a un programme, alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a ce qu'on appelle la commission paritaire. La commission paritaire, la commission paritaire est formée du même nombre que du Conseil de la Nation, le Conseil de l'Assemblée nationale populaire. Quand il y a un problème sur un texte, sur un article, il y a un conflit entre l'Assemblée nationale et le Conseil de la Nation, le Premier ministre convoque ce qu'il appelait une commission, ce qu'on appelle une commission paritaire. Ils vont essayer de s'entendre sur la formulation, sur les points de désaccord sur cette loi. Alors, si maintenant ils ne s'entendent pas, le projet est retiré. Il est retiré jusqu'il ne peut être présenté que la législature. Il faut que ce soit l'autre assemblée, la nouvelle assemblée, où l'on peut reprendre le texte et le reformuler une deuxième fois. Ça, c'est pour les lois. Donc, il y a la loi, la Constitution, il y a les conventions internationales, il y a les lois organiques, il y a les lois ordinaires, il y a les ordonnances qui ont même valeur qu'une loi, il y a les décrets, il y a les arrêtés, et il y a les instructions et les circulaires, à la fin c'est les arrêts. Donc on a parlé de la Constitution, je vous ai juste comme ça fait le point, enfin du moins parlé de la Constitution algérienne. On a parlé des conventions internationales, pourquoi? Parce que quand l'Algérie adhère à une convention, à un traité, et que ce traité, dans ses dispositions, est contraire à l'esprit de la Constitution. Si, par exemple, nous sommes contre, par exemple, la liberté d'expression, par exemple, si des dispositions de la Constitution consacrent la différence entre les femmes et les hommes, si, par exemple, on reconnaît je sais pas, le racisme, si, par exemple, des principes comme ça. Une fois que l'Algérie adhère maintenant à la Convention des droits des citoyens, il y a un traité dans ce sens,
Si elle adhère et que ces dispositions de ce traité sont contraires à la Constitution, eh bien la Constitution doit se mettre en conformité avec ce traité, avec cette convention. Et donc il y a des procédures. C'est pourquoi donc, il y a une harmonie parce qu'on vit dans un monde où les grands principes universels de liberté, que ce soit d'expression, de liberté intellectuelle, confessionnelle et tout, où l'on doit donc, nous devons nous imbriquer en quelque sorte dans cet environnement. Donc quand il y a une disposition contraire à la Constitution, l'Algérie adhère à cette convention, une fois qu'elle a adhéré, elle change sa Constitution, elle change l'article 9, comme par exemple la torture, si l'on prend le cas de la torture. Dans la Constitution, il est dit que la torture et les droits de l'homme, etc., c'est des principes universels, doivent être respectés. Donc après cette convention, dans la hiérarchie donc, des normes, pour rappel, la hiérarchie des normes a été donc établie par un Allemand qu'il appelle Kelsen. Il a fait donc cette hiérarchie des normes. Lui, dans son esprit, c'est pour asseoir l'état de droit, parce qu'il vous dit que l'état de droit est conditionné par le respect des normes, c'est-à-dire que tous les citoyens d'un pays, quel que soit leur statut, doivent respecter la loi de leur pays. C'est-à-dire du président de la République jusqu'au... Je ne sais pas si on peut classer les citoyens à la fin, généralement les citoyens, c'est... Alors, tout le monde doit respecter cette loi, quel que soit notre statut. Qu'on soit wali, chef d'État, maire, je sais que ministre, président de la République, on doit respecter ça. Donc, ce qu'on appelle la hiérarchie de Kelsen. Alors, on doit, donc en plus, j'ai parlé des lois. Au sein des lois, il y a la loi ordinaire, il y a la loi organique. La loi organique, généralement, c'est une loi qui est soumise, en plus des avis que je vous ai donnés tout à l'heure, elle est soumise à un avis de conformité du Conseil constitutionnel. Donc, après adoption, elle doit être soumise au Conseil constitutionnel pour dire que cette loi est constitutionnelle. Parce que les domaines que traite c'est la loi organique, c'est des domaines un peu sensibles. Et c'est des domaines sensibles et on doit automatiquement faire consulter le Conseil constitutionnel, qui est donc une institution, constitutionnelle. Elle doit donc être soumise à l'avis de ce Conseil. Bon, en ce qui concerne donc la loi organique, donc la différence est qu'elle est soumise. Il y a un certain domaine où elle est, où la loi ordinaire donc n'est pas, où la loi organique est nécessaire. Le gouvernement donc doit se soumettre à cette règle. Pour dire donc la loi organique précise les dispositions d'exécution. Alors. Nous avons la loi ordinaire. La loi ordinaire, donc, c'est pratiquement, par exemple, c'est discutable de classer une loi, de dire que le Parlement doit agir maintenant dans ce cadre, dans ce domaine. C'est discutable de dire, par exemple, je suis pour, par exemple, que pour ce qui concerne la loi sur les hydrocarbures, on aurait aimé que ce soit une loi organique. La loi organique parce que c'est très important. Je vous dis que c'est des lois qui sont très, très, très importantes. Je suis en train de... Par exemple, je prends l'organisation de fonctionnement et les autres attributions de la Cour suprême, du Conseil d'État et du tribunal des conflits sont fixées par une loi organique. Donc vous voyez que c'est des domaines très importants. Parce que, quand vous parlez du Conseil supérieur de la magistrature, c'est très sensible. Vous allez toucher à des magistrats, vous allez toucher à des droits, vous allez toucher... Donc, en plus de l'avis du Conseil d'État, en plus de l'avis du Conseil des ministres, de l'adoption par les deux chambres, il y a l'avis du Conseil constitutionnel qui est exigé. La loi ordinaire, on n'exige pas l'avis du Conseil constitutionnel. Elle passe sur les circuits, donc, etc. Le secrétaire général du gouvernement donc, soumet les projets de loi. Quand c'est un projet, on a une proposition de loi. C'est la même chose, quand c'est la source qui change, il est soumis donc à l'avis seulement de ces deux organes et à l'adoption par par le Parlement. Donc une fois que la loi est adoptée, elle est transmise par le Conseil de la Nation au président de la République qui doit la promulguer dans les 10 jours. Donc, ça, c'est les lois d'une manière générale. Donc la loi ordinaire, il y a la loi pour le domaine législatif, il y a 29 matières. Je vais vous citer maintenant l'article 141 de la Constitution, par exemple, qui sont réservés, qui sont du domaine de la loi organique. On a l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, nous avons le régime électoral, nous avons les partis politiques, nous
nous avons l'information, la magistrature de l'organisation judiciaire et la loi relative aux lois de finances, qui est du domaine de la loi organique. Les autres, c'est de la loi, c'est des lois ordinaires. Alors, la loi ordinaire, alors le Parlement, il a 29 matières où le Parlement intervient. Entre autres, le régime des obligations civiles, commerciales et propriétés, le régime général de l'eau et tout ça. Ça, c'est du domaine, c'est le domaine où le Parlement peut intervenir. En dehors de ça, il ne peut pas le faire. Il faut que la Constitution reconnaisse ce droit. Donc, la loi ordinaire, nous avons les ordonnances. Alors, les ordonnances, c'est des actes législatifs qui sont pris que lorsqu'il y a vacances du Parlement. C'est-à-dire, le Parlement, quand il est en congé, le Parlement, c'est 10 mois. Donc, c'est pendant 10 mois qu'il travaille. Comme auparavant, il y avait la session de printemps et la session d'automne. Pour éviter qu'il y ait blocage, qu'est-ce qu'on fait? On permet au président de la République, d'ailleurs, c'est des débats. En France, par exemple, on ne permet pas au président de la République de légiférer par voie d'ordonnance. Parce que l'ordonnance, le président de la République fait une loi, elle est soumise à l'avis du Conseil des ministres, c'est-à-dire le président de la République la signe, il informe l'Assemblée, il a pris une ordonnance. Donc c'est à ce moment-là que le président de la République peut éventuellement dépasser ses prérogatives. Et puis l'ordonnance, c'est des cas exceptionnels où l'on prend une ordonnance. On avait pris même autant la période du Conseil de la Révolution, sont légiférés par voie d'ordonnance. Depuis 65 jusqu'à 76, nous avons une loi, parce qu'il n'y a pas une assemblée nationale pour prendre des lois. Et l'ordonnance, c'est des cas exceptionnels. Comme on a vécu des situations exceptionnelles de 76 jusqu'à 88, de 65 jusqu'à 76, on n'avait pas d'assemblée, donc on légiférait par voie d'ordonnance. Et dans les lois, la loi elle-même ne se suffit pas. Qu'est-ce qu'on fait? Dans les dispositions d'une loi, il faudra des textes d'application. Les textes d'application, c'est quoi? Dans la hiérarchie de Nadisguelia, on prend des décrets. Les décrets, c'est du ressort du Premier ministre, donc du gouvernement. Les décrets, nous en avons deux, le décret présidentiel et à un certain moment, on parlait du décret réglementaire. Parce que ça dépend de la dénomination qu'on donne. Le président de la République, quand il prend un décret, c'est un décret présidentiel. Quand c'est le chef du gouvernement, on appelle ça un décret exécutif. Exécutif parce qu'il va exécuter les dispositions d'une loi. Donc la loi, elle fixe les grandes lignes. Les décrets vont aller dans le détail. Ils vont le faire en application de la Constitution, dans l'application des dispositions d'une loi. Maintenant, la loi, si c'est une loi qui concerne l'eau, elle va dire que l'article flané, la propriété, l'eau et le bien de la collectivité, les dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire, un décret exécutif. Dès dernier, il y a un problème. Ailleurs, les parlementaires exigent qu'avec la loi, on fasse accompagner les textes d'application de cette loi. Parce que quand vous laissez le pouvoir, l'initiative à l'exécutif de faire des textes d'application,